Hello et bienvenue sur le podcast Élévation. Je vous enregistre cet épisode depuis mon tout nouveau chez moi, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop d'écho parce que les pièces ne sont pas encore bien remplies et j'ai des grandes pièces, donc du coup il y a un peu de résonance. Mais j'ai mon micro, on verra ce que ça donne. Un épisode aujourd'hui sur la dopamine et un petit plan d'action pour essayer de revenir à un état plus naturel de libération de dopamine. Alors, si vous avez tendance à commencer votre journée en étant déterminé et motivé à cocher votre to-do list, et puis vous vous rendez compte que les heures passent et vous réalisez que vous n'avez pas avancé d'un iota, peut-être que ça peut vous intéresser. Ou si vous avez du mal à vous concentrer, à rester focus sur une tâche à la fois, si votre motivation du début de matinée s'évapore en un rien de temps et laisse place à la procrastination, et si vous rendez compte qu'à la fin de la journée, même si cette journée avait bien démarré avec plein de bonnes intentions, vous avez cette sensation de ne pas avoir avancé et de faire du surplace, et bien si vous vous reconnaissez, vous avez peut-être besoin d'une détox de dopamine. En tout cas, ça vaut le coup d'essayer car ça ne peut que vous faire du bien. La dopamine, qu'est-ce que c'est? Donc vous en avez déjà sûrement entendu parler, mais est-ce que vous avez vraiment conscience de quoi il en retourne? En fait, la dopamine, c'est un neurotransmetteur. Le neurotransmetteur, c'est une molécule, on va dire que c'est un messager chimique de notre corps qui permet de transmettre des signaux entre un neurone et une cellule. Et parmi les neurotransmetteurs les plus connus, on va avoir par exemple la sérotonine, l'endorphine ou encore notre fameuse dopamine. Il y a souvent une confusion entre hormones et neurotransmetteurs. Une hormone, c'est aussi une molécule, mais elle va être synthétisée par une glande endocrine de notre système endocrinien, comme les glandes surrénales, l'hypophyse, les ovaires chez les femmes, les testicules chez les hommes, l'hypothalamus, etc. Et ces hormones, elles vont se déplacer par le biais de notre circulation sanguine. Quant aux neurotransmetteurs, eux, ils vont être sécrétés par les cellules cérébrales et ils vont circuler via les synapses. Les synapses, ce sont les zones qui sont situées entre deux neurones. Voilà, pour ce qui est un peu de la vulgarisation scientifique, je ne vais pas approfondir plus, je vous laisse à vos recherches si c'est un sujet qui vous intéresse. Vous savez que moi, j'aime bien décortiquer les mots pour venir affiner la compréhension des choses. Donc voilà, c'est fait. Revenons à la dopamine, donc qui est un neurotransmetteur. Quel est son rôle? Pour faire simple, la dopamine, elle nous pousse à agir pour recevoir des récompenses. Je pense que c'est la façon la plus facile de l'expliquer. C'est cette force qui va nous inciter à nous mettre en action. Elle est souvent appelée l'hormone du bonheur, vous aurez compris, à tort, parce que c'est pas vraiment une hormone. Mais il faut comprendre aussi que hormone du bonheur, c'est pas tout à fait juste parce que la libération de dopamine, elle n'est pas toujours associée à une situation qui va être plaisante et appréciable dans laquelle on va prendre du plaisir. Par exemple, après une grosse journée de travail, vous rentrez, vous vous posez sur le canapé, vous dégainez le téléphone et vous scrollez sur les réseaux sociaux, les vidéos courtes, les formats courts, etc. Et les juste 10 petites minutes pour se détendre vont se transformer en 1 heure et peut-être que vous avez pris du plaisir, vous vous êtes diverti, mais vous réalisez aussi à la longue que ça vous vole du temps de vie que vous pourriez dédier à des objectifs qui sont importants à vos yeux. Mais vous avez été comme absorbé dans un cercle infernal et vicieux duquel il est très difficile de se dégager parce que déjà, bien sûr, il y a les algorithmes qui sont là pour maintenir notre attention et aussi parce que notre corps, il relâche de la dopamine, que la situation soit plaisante ou non, parce que ce scrolling des réseaux, il va être assimilé à une récompense après une longue journée de travail. J'ai bien mérité de m'asseoir un coup, de ne rien faire et de me divertir sur les réseaux sociaux parce que j'ai bien travaillé. Et ce, même si vous préféreriez dédier votre temps à autre chose, c'est ce qui va se passer parce que le cerveau assimile ça à une récompense et il en a envie après avoir donné peut-être beaucoup d'efforts dans une journée avec de la contrainte et tout ça, il a besoin de cette récompense. Et peut-être que vous auriez préféré cuisiner parce que vous avez un objectif, de, bah, soit d'hygiène de vie, soit de perte de poids, soit de maintien physique et cetera.
et que ça vous demande du temps de préparation, d'organisation, de cuisine et que là, en fait, vous avez passé 2, 3 heures sur les réseaux sociaux, ça peut arriver. Finalement, il est tard, donc on va manger quelque chose de rapide parce qu'on n'a plus le temps de cuisiner et du coup, il y a aussi ce truc de, ben, cuisiner pour avoir un résultat, par exemple, d'un physique en bonne santé, bien dessiné, que j'aime bien et cetera, fit, je ne sais pas moi, tout ce que vous voulez. C'est pas une récompense immédiate, c'est plutôt sur le long cours, c'est quelque chose qu'on va voir avec le temps à force de répéter cette action-là. Alors que là, les réseaux sociaux, c'est plus séduisant pour notre mental parce que du coup, la récompense, elle est immédiate. Alors que là, si je cuisine, ben, je vais pas forcément voir le résultat tout de suite. Donc il y a ça aussi à prendre en compte, ce circuit de plaisir immédiat. Il faut comprendre aussi que la surstimulation dans laquelle nous vivons désormais dans notre société digitalisée, ça provoque une recherche sans fin et souvent inconsciente, où on va toujours être à la recherche du prochain élément qui va déclencher une libération de dopamine et donc d'effet de récompense. Donc on en veut toujours plus. Et c'est pourquoi en fait il est difficile pour certaines personnes de s'ennuyer, de n'absolument rien faire, ou de rester concentré sur une chose à la fois, ou de s'adonner à des tâches qui vont être un peu plus banales du quotidien. J'ai parlé des réseaux, mais en fait, il y a plein d'activités qui stimulent et peuvent nous faire perdre le contrôle de nous-mêmes, voire parfois, de notre vie, dans les cas les plus dramatiques, que ce soit, ben, les jeux vidéo, des jeux d'argent, des drogues, la pornographie, le sport en excès, le travail en excès et cetera. Et le but ici, et je tiens à le préciser et c'est important, c'est pas de diaboliser ces activités, ni de juger, c'est d'avoir conscience du potentiel addictif. Et il y a plein d'autres activités qui sont cool, mais toujours pareil, dans lesquelles on peut s'enfermer par addiction. Je sais pas moi, des activités cool, ça peut être, d'aimer réparer des choses, de lire un livre, de terminer un puzzle. Tout ça, ça libère aussi de la dopamine. Et elles peuvent être pratiquées dans l'excès, même si c'est des choses d'apparence plus saines. Et il y a des domaines dans lesquels ce sera facile de maîtriser le temps et l'énergie qu'on va y allouer et il y a d'autres domaines qui vont nous donner du fil à retordre et où nos limites seront plus difficiles à poser et à respecter et là, c'est un travail avec soi et potentiellement une aide extérieure pour doser, voire parfois, dans les cas extrêmes, se priver complètement quand c'est impossible de gérer et d'apprendre à naviguer dans la frustration que ça va provoquer, ce manque, et la colère aussi que ça peut provoquer. En tout cas, aussi une chose à comprendre, c'est que la cause doit être explorée. Il y a toujours une cause parce que finalement l'activité en elle-même, c'est que l'exécutoire a quelque chose de plus profond, a un besoin plus inconscient souvent et tant qu'on ne va pas à la racine, le problème persiste et ce problème, il pourra s'exprimer sous une autre forme potentiellement ou il y aura des rechutes, voilà. Donc tant qu'on va pas à la racine et ben, on va avoir du mal, de transformer et changer des comportements qui peuvent être nocifs, voire toxiques pour nous-mêmes et pour les autres aussi potentiellement. Déjà, à ce niveau de l'épisode, vous pouvez faire un petit exercice pour observer et vous demander s'il y a quelque chose sur lequel vous êtes objectivement dépendant. Quelles sont vos principales sources de stimulation et est-ce qu'elles vous rendent heureux ou est-ce qu'elles vous laissent avec un sentiment de vide, d'inachevé, de perte de temps, d'énergie et ou d'argent? Et comme toujours, essayez de prendre du recul, de la hauteur, de pas vous juger, d'être le plus objectif possible et de mettre des petites doses de compassion là-dedans parce qu'on fait du mieux qu'on peut et on reste des humains, on n'est pas des robots parfaits. La dopamine, vous l'aurez compris, elle joue un rôle non négligeable dans l'addiction parce que même si elle n'est pas le seul élément à son origine, elle a quand même un rôle à jouer là-dedans. Elle crée ce besoin de toujours plus et ce circuit, comme je l'ai dit, du plaisir immédiat que souvent on subit plus qu'on le voudrait. Et la question c'est, faut-il se couper de tout pour reprendre son pouvoir sur sa vie? Et la réponse, pour moi, elle n'est pas aussi binaire qu'on le voudrait. Il y a, la dopamine, déjà, c'est pas notre ennemi juré, on en a besoin. Si elle est là dans notre corps, c'est qu'elle a un rôle à jouer, qu'on en a besoin. Et on en a besoin pour être motivé, pour créer, pour lancer des projets, pour suivre des envies, pour être en vie, quoi, tout simplement. Et le but, c'est pas de s'en priver, parce que le corps, de toute façon, n'aime pas la privation, n'aime pas les suppressions brutales, n'aime pas les extrêmes. Ici, on va plutôt chercher à amener plus de conscience sur notre fonctionnement, sur le nôtre, pas celui du voisin
et à reprendre possession de notre temps, de notre énergie, de manière plus saine parce que, ben, disons-le, on est beaucoup à être esclave des écrans au détriment de la vie réelle. Je prends cet exemple des écrans parce que c'est une addiction sociétale actuelle. Si vous sortez dehors, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui ont le nez sur leurs écrans. Moi comprise parfois et je m'en veux des fois parce qu'on est tellement absorbé qu'on voit même plus ce qui se passe et j'essaye de me forcer parfois à le laisser dans ma poche, à le laisser dans mon sac pour ne pas l'avoir tout le temps dans la main. Voilà. Typiquement aussi pour les écrans, il y a qu'à regarder votre temps d'écran sur le téléphone. Souvent on a l'habitude de savoir, où on se dit: «Oh là là, ça va être dramatique», mais allez voir les chiffres en fait, regardez les faits, je dis toujours ça. Ne faites pas des suppositions, allez voir les chiffres parlent et en plus, là, je vous parle de l'écran sur le téléphone, on compte même pas celui de l'ordinateur. Et j'ai fait l'exercice pour vous pour cet épisode. Je suis allée voir mon temps d'écran sur la semaine dernière, donc c'était du 2 au 8 mars. J'ai une moyenne quotidienne de 4h47 sur mon téléphone, dont 9h04 précisément sur Instagram et 7h24 sur WhatsApp. Donc, je trouve que c'est encore correct, mais je sais aussi justement qu'en ce moment, j'ai pas beaucoup été sur mon téléphone. Donc c'est même pas encore représentatif de ma réalité la plupart du temps, donc j'imagine même pas les semaines où j'y suis beaucoup. Et donc c'est déjà presque 5 heures dédiées aux écrans. Pour moi, c'est trop. Après, chacun, sa perception des choses. Mais je dis que c'est bien de faire le point de temps en temps pour se réveiller en fait et reprendre le dessus quand c'est nécessaire. Donc le problème aussi, c'est que plus on s'engage dans des activités qui vont être hautement stimulantes, plus notre cerveau, il va exiger davantage de stimulation et ce, en continu. Et plus notre besoin de stimulation va augmenter, plus les tâches ordinaires qu'on a besoin de faire quand même paraissent ennuyeuses et peu séduisantes. Parce que quand je parle de tâches ordinaires, ça peut être aussi des tâches hem, primaires quoi, comme manger, dormir et cetera. Il y a des addictions qui peuvent nous empêcher de satisfaire ces besoins physiologiques, essentiels. Et du coup, c'est souvent cet écart entre le niveau élevé de stimulation dont on a besoin actuellement et le niveau inférieur de stimulation nécessaire pour s'attaquer à des tâches essentielles comme cuisiner, dormir et cetera, qui nous amène à procrastiner. Et encore une fois, les causes de la procrastination, elles peuvent être multifactorielles. Je ne dis pas que c'est précisément la dopamine qui vous fait procrastiner si vous avez tendance à procrastiner, mais elle joue un rôle. Voilà. Donc, si vous avez tendance à vouloir faire quelque chose comme pendre le linge, une activité somme toute quotidienne et banale, et que vous vous retrouvez en fait à vous disperser de votre élan de base et à vous rendre compte au bout d'1 heure que vous êtes finalement en train de mater des vidéos sur Insta et que le linge est toujours dans la machine, faut se demander pourquoi. OK, il y a un automatisme avec le téléphone qui malheureusement s'ancre dans nos vies d'aujourd'hui, mais il y a pas que ça et on peut aller explorer la dopamine, c'est une piste. Donc, qu'est-ce qu'une détox de dopamine au-delà d'être un effet de mode? Parce qu'on en entend beaucoup parler aussi depuis quelque temps. Donc le but consiste à réduire. Je mets l'accent sur ce mot-là, je n'ai pas dit supprimer complètement, à part dans des cas extrêmes, mais bien de réduire les stimulations pour éviter l'excès. Ce qui va nous permettre de revenir à un état plus naturel puisque, d'un point de vue scientifique, quand on parle de détoxification, pardon, de dopamine, on va laisser entendre que on libère trop de dopamine dans notre système. Et ça peut être encore un autre souci de santé. Ici, ce que j'entends par détox de dopamine, c'est avoir besoin de moins de stimulation parce que je me sens trop stimulée, je suis trop stimulée. Et si je suis trop stimulée, je vais avoir besoin d'encore plus de stimuli externes pour que la même quantité de dopamine soit libérée. Parce que plus j'augmente les stimulations, plus j'ai des besoins en dopamine pour avoir la même quantité qui vont s'intensifier. Et c'est le serpent qui se mord la queue. Donc comment on fait? Déjà, la première étape, ça va être d'identifier vos distractions majeures. Pour ça, vous pouvez tracer 2 colonnes sur une feuille, de papier. D'un côté, vous allez mettre les green flags, c'est-à-dire les activités que vous allez vous autoriser pendant cette détox de dopamine et de l'autre côté, les red flags, c'est les activités que vous allez éviter de faire pendant votre détox. Et pour vous aider, vous pouvez vous demander ceci: si je devais arrêter une seule activité pour optimiser ma concentration et stimuler ma productivité, laquelle ce serait? Et quelles autres activités dois-je éviter ou diminuer pour maximiser ma concentration, mon focus, mon potentiel, et cetera.
Deuxième étape, on va ajouter des barrières, des obstacles. Donc là, on va être sur un travail de l'environnement, que ce soit l'environnement physique ou digital, afin que les comportements automatiques soient plus difficiles à mettre en œuvre. Par exemple, si vous avez tendance à scroller sur votre téléphone, je prends encore l'exemple des écrans parce qu'on est beaucoup concernés. Si vous avez tendance à scroller le soir dans le lit et que vous aimeriez arrêter, eh ben, instaurer un obstacle, ce serait par exemple de ne pas avoir votre téléphone à portée de main. Donc soit il est loin dans la pièce, soit il est dans un tiroir, soit carrément vous allez l'éteindre, ou soit vous l'enlevez complètement de la chambre. Et l'excuse du réveil, on est d'accord qu'elle ne fonctionne plus parce qu'un réveil, ça ne coûte pas cher. Vous pouvez aller en acheter un, vous n'avez pas besoin de votre téléphone. Et à la place, vous pouvez acheter un livre ou une liseuse ou je sais pas moi, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous passionne et vous le mettez sur votre table de chevet à la place et en fait, ni le soir ni le matin, votre dernier ou votre premier réflexe sera le téléphone parce que vous avez mis des obstacles. Et là, vous n'avez pas le choix, il faut hacker votre cerveau. C'est à vous de reprendre les rênes. Si c'est les réseaux, ben, vous pouvez déjà supprimer toutes les notifications, si vous avez encore les notifications sur votre téléphone, parce que ça aussi, ça a été pensé et créé pour stimuler notre dopamine, en libérer et nous donner envie d'aller checker pour recevoir une récompense. Et ensuite, vous pouvez utiliser aussi un bloqueur d'application. Je sais que vous allez me dire: «Oui, mais on peut changer, on peut quand même désactiver et cetera». Je sais qu'il y en a pour avoir utilisé, j'ai plus le nom là tout de suite en tête, mais je vous le remettrai dans la description de l'épisode, que vous pouvez paramétrer pour avoir à payer si vous trichez. Voilà, ça peut être un cas extrême, mais ça peut fonctionner. Ça en tout cas, ça va vous éviter de modifier vos propres restrictions. Ou alors, en fait, vous pouvez tout simplement vous déconnecter de l'appli en question. Vous pouvez mettre, l'icône de l'appli dans un dossier. Vous pouvez même mettre votre écran en noir et blanc parce que les couleurs aussi des applis ont été pensées pour, stimuler tout ça et vous l'enlevez de votre écran d'accueil. Vous le mettez le plus loin possible dans un dossier. Ça va vous faire 2 obstacles pendant lesquels vous avez le temps de réfléchir et de vous décourager d'aller checker sur votre réseau social votre application. Donc à votre imagination. Troisième étape, la matinée, elle va déterminer votre journée. Donc c'est important que dès le lever, vous mettiez votre énergie et votre temps dans ce qui est important pour vous. Parce que même en fin de journée, en fait, on n'a plus nécessairement l'énergie fraîche du matin et je trouve qu'il n'y a pas meilleure sensation quand on arrive à 10 heures du mat de voir qu'on a déjà effectué plein de trucs et on sent qu'on a déjà réalisé plein de choses importantes et on a vraiment l'impression d'avoir gagné sa journée en fait. Et ça, c'est une belle récompense pour notre dopamine. Et moi perso, j'aime bien avoir des routines matinales, vous le savez, qui changent de temps en temps parce que, bah, je suis une meuf qui aime les routines, mais pas la routine, donc j'ai besoin que ça change. Et donc du coup, bah, j'ai toujours des repères, une sorte de routine. Je fais du mieux que je peux. En ce moment, c'est compliqué, on va pas se mentir. J'ai du mal à avoir une routine et je sens que ça me fait pas du bien, parce que mon rythme est perturbé et je zappe ma routine. Mais j'essaye toujours, le plus possible d'en avoir une qui m'ancre en fait et qui me permet, de prendre soin de moi, de me faire du bien, de me satisfaire, plutôt que, d'être, esclave de mon téléphone ou, d'activités qui vont, ben, comment on dit? Qui vont me sortir de ma concentration, mais aussi il y a un truc avec la mémoire, je sens au niveau, du téléphone. Plus j'utilise le téléphone, moins je réfléchis, plus je perds de mémoire et je vois que quand je suis drastique aussi et que je réduis vraiment drastiquement l'usage des applis, que, je me mets des blocages et cetera. Je récupère de l'acuité mentale, de la mémoire à court terme, enfin, c'est assez fou, moi et ça se fait assez rapidement. Au bout de 5 jours, je vois déjà des effets, positifs plus, plus, plus. Donc vraiment, de temps en temps, je me fais un check, une update pour pouvoir me remettre dans le droit chemin parce que, mine de rien, le monde est fait pour nous distraire. Donc, déterminez aussi une période pendant laquelle vous allez faire cette détox de dopamine, que ce soit, 48 heures, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, bref, que sais-je et essayez pendant cette période de garder une trace de vos ressentis, de vos émotions, de ce que vous vivez dans un carnet. Observez aussi, prenez des notes, constatez en fait les bienfaits au fil de jours, même les petits trucs, notez-les, que ce soit de mieux vous rappeler de vos rêves, que ce soit de sentir que vous oubliez moins de choses et cetera et cetera. C'est toutes des petites choses importantes qui vont vous montrer à quel point vous êtes en train de reprendre le pouvoir sur votre santé, sur votre, mémoire, sur votre mental et ça fait du bien. Voilà.
Pour moi, pour bien gérer tout ça, il y a rien de mieux que la planification et l'organisation. Ça reste le meilleur plan pour pas procrastiner. Moi, je le sais, par exemple, je vous en ai déjà parlé avec la cuisine. Quand je planifie à l'avance, que j'organise, que je mets tout ça dans mon agenda, ça me permet d'être beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide et d'être alignée avec mon objectif à moi de bien manger, de perdre de poids et cetera. Quand j'ai pas l'organisation et la planification, c'est le bordel les gars. Je vous le dis, c'est le bordel. En ce moment, c'est le bordel. Je J'ai été indulgente avec moi-même parce qu'il y a plein d'éléments qui sont arrivés dans ma vie, qui sont venus perturber, j'ai fait du mieux que je pouvais. Mais voilà, dès que je commence un peu à désengorger, ce qui se passe, ben, je vais remettre mon focus sur ma routine parce que je sais à quel point ça me fait me sentir bien et que ça me fait du bien à ma santé à tous les niveaux. Donc planification et organisation, j'ai déjà fait du contenu récemment sur ça, donc n'hésitez pas à écouter aussi les derniers épisodes publiés, il y a des pépites aussi dedans. Et je voulais vous dire aussi qu'au-delà des stimuli externes, parce qu'on a beaucoup parlé des stimulations, observez aussi les interruptions. Ça, c'est important parce que ça nous dévie aussi de notre concentration, de notre focus. Que ce soit, le téléphone qui est posé à côté de l'ordinateur et qui a des notifications en plus, donc à chaque fois on voit, on s'interrompt, on y va et ça redemande, je crois, il y avait eu des études scientifiques, au moins 25 minutes de se remettre dans le focus dans lequel on était après une interruption même de 30 secondes. Et ben, ça, c'est une interruption. Que ce soit la boîte mail qui est sans cesse ouverte, que ce soit les gens au travail qui vous interrompent dans votre flow toutes les 10 minutes, et cetera, et ben, prenez les mesures dont vous avez besoin face à ces interruptions pour respecter, en fait, votre focus, votre énergie et votre temps. Après cette détox, évidemment, faites un bilan. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Comment vous vous sentez? L'avant-après? Et surtout, préparez-vous pour éviter la rechute parce que c'est un peu inévitable. Le monde est fait pour nous dévier de notre concentration. Tout veut attirer notre attention. Donc, notre attention, il faut avoir conscience qu'elle vaut beaucoup d'argent pour le marketing parce que toutes les applications sont étudiées pour nous maintenir justement, maintenir notre attention sur les plateformes. Mais aussi, il faut avoir conscience que notre attention vaut beaucoup d'argent pour nous. Parce qu'elle nous permet de récupérer notre mémoire, notre concentration. C'est, se remettre dans son axe pour atteindre ses objectifs personnels. C'est aussi s'adonner à des activités plus significatives pour notre bien-être général et ça va nous faire gagner du temps, de l'énergie, du bien-être et cetera. Donc ça vaut cher pour nous aussi dans d'autres domaines. Donc il faut aussi comprendre qu'il y a toujours une bataille qui va persister entre nous et notre mental et le but c'est pas, de s'auto-flageller, du fait de pas réussir à exécuter une tâche ou d'avoir perdu du temps, au lieu de faire quelque chose d'important. C'est surtout d'avoir de la conscience déjà et de venir déjouer les pièges du mental, d'être plus «malin que lui» entre guillemets, parce que lui, il aime rester dans la partie qui va nous maintenir dans l'inaction et dans la sécurité même si elle est inconfortable. Donc si je mets de la conscience et ben, par exemple, ça peut être: «OK, je vois que j'arrive pas à prendre le dessus pour l'instant, ben, je peux peut-être me mettre des rappels sur mon téléphone régulièrement au cours de la journée pour me dire: "OK, je reviens à moi, j'observe ce que je suis en train de faire", en pilotage automatique et je me demande si ça me convient ou si je me suis perdue en cours de route dans ce que j'étais censée faire et donc là, je reprends le dessus. Parfois, il faut se mettre des rappels au début parce que ça prend du temps en fait de recréer des comportements automatiques et plus on avance dans l'âge et plus ça prend de temps. Donc c'est des réflexes qu'il faut être patient en fait et il faut, s'aider. C'est pas grave de mettre des rappels, ça veut pas dire que vous êtes pas capable, c'est juste que, on est trop stimulé et que du coup, ben, on essaye justement de s'en sortir et pour ça, ça peut nous faire du bien. Demandez-vous aussi qu'est-ce qui pourrait me faire rechuter? Essayez d'imaginer les pires scénarios et en fait, prenez en compte les activités les plus distrayantes pour vous et établissez un plan d'urgence. Je suis en train, de m'imaginer dans un scénario où je prends mon téléphone et je reste dessus à peine le réveil sonné. Est-ce que c'est OK pour moi? Est-ce que j'ai envie de ça? Et sinon, comment est-ce que je peux l'éviter? Je prépare en fait, un plan pour le pire scénario. Voilà. Et dernière chose, faites en sorte que le système que vous mettez en place est atteignable pour vous. Parce que quand on est, parfois on est biaisé, on a un shoot de motivation pour bien faire les choses, un peu comme, c'est le cas en début d'année, au printemps. Voilà, on va arriver au printemps, ça va venir, les bonnes résolutions aussi, à la rentrée et cetera. Et du coup, on se dit: «Ouais, non mais cette fois je vais y arriver, je sens que je suis motivée» et cetera.
bullshit en fait. Vous vous mentez à vous-même dans 99 des cas en fait, parce que, il y a aucune raison que ça change. C'est juste que vous êtes, soumis à un élan, calendaire, collectif, qui fait que vous vous sentez plus capable que d'habitude, mais au final, la routine va reprendre, les automatismes aussi et donc du coup, ça va être plus intelligent d'en avoir conscience pour pouvoir déjouer et de mettre en place un plan d'urgence quand ça arrivera. Donc voilà, ayez conscience de ça, mettez en place des choses qui soient atteignables sur le long terme et puis, vous n'avez pas besoin de tout faire à la fois, une chose après l'autre, un pas après l'autre et il y aura beaucoup plus de résultats sur le long terme que si vous voulez tout faire en même temps et que ça tienne à peine 4 jours. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là pour ce que j'avais à vous dire sur la dopamine avec ce petit plan, d'attaque. Donc juste pour vous rappeler un petit peu ce que les étapes que je vous ai, citées. Donc déjà, ça va être d'identifier vos distractions majeures, comme je vous ai dit avec les 2 colonnes sur la feuille de papier. Ensuite, d'ajouter des obstacles à ces activités qui vous volent du temps finalement et de l'énergie. Et puis, de faire attention à comment vous démarrez la journée, peut-être mettre en place une routine pour pouvoir, être bien concentré sur vous, sur votre bien-être, sur ce qui vous fait du bien, voilà. Donc, ça se fait pas comme par magie, il faut se poser avec soi, il faut essayer de mettre en place des choses, un réveil, une première tâche que vous pouvez peut-être associer à quelque chose que vous faites déjà en pilotage automatique pour combiner et y arriver un peu mieux. Enfin voilà, il y a plein de choses sur ce sujet sur internet. N'hésitez pas à chercher par rapport à des choses spécifiques que vous auriez en tête. Je suis sûre qu'il y a des gens qui sont passés par là. Il y a des articles de blog ou d'autres épisodes de podcast ou des vidéos qui vont vous donner des tips, des conseils que vous pourrez appliquer si ça vous parle et si vous sentez que vous êtes capable de le mettre en place. Voilà, parce que vous, c'est vous et les autres, c'est les autres. Je m'arrête ici, je vous souhaite, une belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de votre dopamine.